Depuis 25 ans, j'ai le bonheur de voyager à travers le monde. Et très souvent, quand je rentre au pays, je dresse un seul constat. Tout part de l'éducation. Si nous souhaitons un monde meilleur, nous devons concentrer nos énergies autour de l'éducation et du bonheur de nos enfants. Dans le monde entier, des personnes de tous âges et de toutes origines se mobilisent depuis de nombreuses années. Elles se mobilisent pour améliorer l'éducation des enfants et ainsi leur offrir un avenir meilleur grâce à des actions simples. Cours d'empathie, écoute active, psychologie positive, outils pédagogiques novateurs. Elles aident naturellement les enfants, parents et enseignants de demain à être en phase avec eux-mêmes et avec le monde qui les entoure. Le but de ce documentaire, vous les faire découvrir et semer en vous des graines d'espoir et d'inspiration. Bouddha le disait très bien, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Alors, soyons le changement. L'école de la vie, on peut dire que la vie est une école sans fin. Par définition, la vie est une expérience d'apprentissage et de créativité, et d'apprentissage à travers la créativité. Donc la vie est une école, et l'école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie et si elle est connectée à la vie. Apprendre de chaque expérience, apprendre de ce qui vit en nous, apprendre par l'observation, par l'expérience. Il y a trois dimensions. Un, l'expérience, on expérimente, on expérimente. Deux, l'échange. Voilà ce que j'ai expérimenté, j'ai fait ça, j'ai trompé, qu'est-ce que tu en as pensé? Trois, on laisse reposer. C'est les trois étapes pour moi à tout apprentissage. L'école de la vie, c'est se rendre compte aussi que les autres peuvent ne pas te comprendre, qu'on a le droit de se tromper sur ton compte, que toi aussi tu as le droit de te tromper en fait. Moi j'aime beaucoup l'erreur. L'erreur qui répare. Voilà. T'as fait des erreurs, ok. On trouve pourquoi et on répare. Et ça, c'est aussi l'école de la vie. Et puis j'ai envie de dire que l'école de la vie, ce serait... Moi, je rêve de l'école du bonheur, en fait. Alors, l'école de la vie, l'école de la vie, c'est la capacité, à un moment donné, c'est la capacité, à un moment donné, à regarder la vie et tout ce qu'elle nous apporte, tout, c'est-à-dire ce qui est beau, ce qui est pas beau, ce qui est bon, ce qui est moins bon, et à se dire en fait tout ça, c'est moi. Alors oui, l'école de la vie, c'est notre vie quotidienne à tous en tant qu'individus, c'est aussi la vie de l'humanité en tant que famille humaine. Alors j'aime bien conclure souvent parce que le sens qui est derrière ça, il est simple, il faut le ramener à des choses simples, c'est comment être plus utile pour les autres, ça s'appelle le service, et comment être obsédé chaque jour par comment m'améliorer, comment amener un plus dans ma conscience, dans mon cœur, dans mes actes, dans mes paroles. Et l'école de la vie, ouais, je pense que c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation du XXIe siècle. Comment est-ce que j'apprends à être empathique? Comment est-ce que j'apprends à comprendre l'autre? Comment est-ce que j'apprends à monter un projet de A à Z? Comment est-ce que j'apprends à ne pas avoir peur de la différence? Le fait d'apprendre et de dire, de témoigner que la vie est une grande aventure extraordinaire, avec un champ de possibles qu'on ne peut pas imaginer, pour moi ça pourrait faire partie d'une définition de l'école de la vie. Déjà, il y a école, c'est apprendre, la scola, hein, c'est apprendre. Et la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau, la vie. L'école de la vie, mais une école jolie, avec une éducation bienveillante, avec vraiment le respect de chacun, le respect de l'autre, et un avenir sympa. L'école de la vie, c'est une école dont on a envie. En tout cas, j'espère que l'école de la vie
ce sera le plus tôt possible dans le concret et dans les jardins. L'enfant qui passe de l'état d'embryon à l'état de fœtus et pendant ces 9 mois de vie intra-utérine, il est véritablement nourri par la mère, par le sang de maman, et il va supporter à la fois tous les bienfaits, mais aussi les carences et les erreurs qu'elle pourra faire peut-être au niveau de sa nutrition. On peut considérer qu'il y a des règles d'or vraiment prioritaires pour l'alimentation de la grossesse. Et je crois que la première règle serait que les repas répondent à des critères de joie, de sérénité, de calme. C'est l'importance de l'ambiance qui crée énormément de bienfaits quand elle est respectée, ou au contraire qui peut, en situation de stress, en situation de contrainte ou de conflit à table, comme ça peut arriver, ou en regardant les infos qui ne sont pas toujours très positives, altérer à la fois les processus de digestion, d'assimilation, voire probablement de sélection de certains nutriments aussi. J'ai envie de dire, pour faire simple, que la meilleure nourriture pour une femme enceinte, au-delà des protéines et des graines germées, c'est de se nourrir de bien, de beau, de bon, de vrai, de noble, de juste et de pur. Ce sont 7 vertus, 7 qualités qui ne sont pas à laisser aux sages de l'Orient. Il ne faut pas confier ça simplement aux gens d'église ou aux gens dits spirituels. Ce sont des qualités que notre âme connaît, que nous avons tous à l'intérieur et qui demandent à être observées, arrosées avec patience, avec discernement. C'est prendre soin du meilleur qui est en nous, en fait. Et si la maman s'accorde ces temps de bienveillance pour elle-même, elle va forcément le faire aussi pour son enfant. À la naissance, il y a un phénomène extraordinaire qui est très rapide. On passe de l'aquatique à l'aérien. C'est pas évident. En quelques minutes, l'enfant change complètement de mode de fonctionnement et il devient autonome. Autonome au sens survie, entre guillemets. Mais il ne peut pas survivre s'il n'est pas aimé, s'il n'est pas reconnu, s'il n'est pas nourri, entre guillemets, pas que du lait. S'il est nourri par le monde, une ambiance affective digne de l'humain. J'ai appris avec Frédéric Le Boyer notamment que même la naissance peut être une violence, même la vie fœtale parfois peut en être une. Il y a un homme que j'ai beaucoup lu qui s'appelle Arthur Janov qui a passé toute sa vie à étudier les séquelles, les conséquences laissées par cette période vie fœtale, naissance, petite enfance. Et il a beaucoup étudié de cas sur que deviennent les comportements d'un humain qui a souffert pendant cette vie précoce. Et ensuite, cette violence éducative ordinaire, elle va se manifester vraiment par cette relation de domination sur l'enfant, parce que nous, les adultes, se positionnent comme des maîtres à penser, maîtres à faire, maîtres à être. Donc, pour que l'enfant obéisse à cette logique-là, eh bien, on va utiliser toutes sortes de réprimandes, de punitions, de cris, d'obligations. Future maman, allaitez vos enfants. Ne croyez pas quand on vous dit que les laits maternisés sont bons. Le seul lait qui soit un antibiotique naturel, qui soit réellement, qui va façonner le système immunitaire, qui va vous donner du colostrum, qui est vital pour avoir des petits virus qu'on appelle les bactériophages, qui vont ensemencer l'intestin. C'est primordial. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir ça. Donc, je n'ai ça à la césarienne, le lait de vache. Et ensuite, les biberons, c'est très mauvais, parce que ça va créer une succion à la verticale, alors qu'un enfant, quand il tète un mamelon, il le tourne dans tous les sens dans sa bouche, et ça fait que son occlusion va pouvoir se terminer physiologiquement avec cette verticalité, horizontalité et en diagonale.
et il va créer une bonne occlusion qui va laisser la place aux dents. Aujourd'hui, les orthodontistes sont dépassés parce que les enfants ont des mâchoires de plus en plus étroites, on est obligé de leur arracher des dents pour que ça passe. Ça, c'est dû à toute cette espèce de folie des biberons. Arrêtez le biberon, quoi. Le lait maternel et le sein. J'ai appris juste après la naissance de ma fille qu'il y avait une manière de faire, une méthode de faire, de ne pas couper le cordon ombilical. Et j'avais appris ça de ma colocataire, qui en avait entendu parler par une autre amie. Pour ma fille, pour ma première fille, c'était trop tard, mais parce que le cordon était coupé. Mais du coup, ça a vraiment résonné en moi et j'avais envie de le faire, sauf qu'à ce moment-là, ce n'était pas question de le refaire. Donc, quand je suis retombée enceinte de ma deuxième fille, qui est née il y a 3 mois, je savais tout de suite que j'allais faire ça et donc je commençais à me renseigner pour savoir pourquoi ça résonnait tellement en moi et pourquoi je sentais que ça pouvait faire du bien aux enfants, aux nouveau-nés. Les bébés lotus, les bébés donc où on ne coupe pas les cordons, et apparemment ils sont plus calmes, ils ne sont pas la jaunisse du nourrisson. Ils perdent pas de poids ou quasiment pas de poids après la naissance et ils peuvent profiter de tout le sang qui est encore dans les placentas, qui fait à peu près 1/4 du sang entier du bébé. Je dis apparemment parce qu'il n'y a pas d'études qui a été faite à ce sujet, pas d'études soi-disant scientifiques. Mais après, il y a beaucoup d'échanges, d'expériences entre des familles qui l'ont vécu, des sages-femmes, des médecins qui ont pu assister à des accouchements comme ça. Il y a souvent des gens qui me disent « Ah, tu es vraiment courageuse, tu accouches à domicile. » Et moi, je trouve ça assez courageux en fait de partir à l'hôpital pour accoucher. Avec tout ce qui se passe à l'hôpital, l'ambiance, la médicalisation et tout ça, je trouve ça assez hostile en fait. Donc moi, pour ma part, je trouve ça complètement naturel et plus normal d'accoucher à domicile que d'aller quelque part. À l'époque, je savais que j'allais devenir maman, mais je ne savais pas comment répondre aux besoins de mon enfant. Alors j'entendais des choses, on me disait il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est bien d'aller à la maternité. On a beaucoup de chance d'avoir des maternités modernes parce que c'est la sécurité, etc. Et la médecine. Et puis finalement, je me suis rendu compte que si j'écoutais vraiment au fond, et c'est là que je reparle aussi de la dimension du cœur, parce que ma tête pouvait m'apporter certains raisonnements, mais j'avais besoin de mon cœur pour vérifier que c'était bien mon chemin. Et je me suis rendu compte que par exemple, la maternité, c'était pas mon chemin. Donc j'ai 4 enfants qui sont nés à la maison. Parce que j'ai raisonné avec des personnes comme Frédéric Leboyer, comme Michel Audin, comme toutes ces personnes qui ont fait ce gros travail de regarder comment l'être humain naît, comment il est accueilli et comment on peut mettre vraiment de l'accueil et de la douceur dans cette naissance pour répondre aux besoins du nouveau-né et le mettre en sécurité, lui donner une empreinte qui soit positive sur le monde dès la naissance. Entre une jeune femme qui reste à la maison jusqu'au moment où elle va aller à l'hôpital, son rythme cardiaque est correct, ça va aller bien. À partir du moment où elle arrive là-bas, il y a tout qui s'accélère, elle commence à stresser. Et qui dit stress va bloquer au niveau donc, de la descente de bébé, tout simplement. Parce qu'elle se contracte au lieu de se relâcher. Souvent, ça cet effet-là. Donc, il faut vraiment qu'elles apprennent. C'est vrai que pour ça que c'est bien ces cours de yoga prénatal ou les ateliers de préparation yoga à l'accouchement. C'est pour permettre à ces jeunes femmes de pouvoir rester en elles-mêmes, de pouvoir se détendre, de pouvoir respirer et d'avoir leur partenaire qui partage avec elles la même chose pour pouvoir faciliter cet accouchement, cette détente musculaire et mentale obligatoirement. On va lui faire faire autrement. On va lui faire faire autrement. On va faire de l'autre côté. On inspire, hop, on monte et on va vers l'avant. Et on revient. Et on repart. Ouais, les dévols. Voilà. Allez, on
viens. Voilà, tu vois, laisse-moi, elle se sent en sécurité. Voilà. Voilà. On ça. Voilà. Elle se sent en sécurité. L'enfant se construit par la répétition. Au départ, il n'a pas une grande mémoire. Hein. Donc, obligatoirement, la répétition va créer une mémoire, mais physique, pas forcément mentale. Et au fur et à mesure, cette mémoire, à force que le bébé grandit, sa mémoire s'agrandit également. Donc, on va pouvoir répéter et il va retenir, il va refaire. Après, effectivement, quand ils grandissent un petit peu, il y a le sentiment de frustration parce qu'ils sont arrivés une fois puis ils ne peuvent plus y arriver. Il n'y a pas véritablement d'école des parents. Et quelque part, on apprend finalement sur le tas, comme quand on se marie, on apprend la relation avec l'autre sur le tas. Et parfois c'est facile, parfois c'est difficile. Il y a moyen d'éviter un certain nombre de pièges. C'est la même chose dans l'éducation et l'accompagnement des enfants, parce que quelque part, il y a pour moi deux aspects importants. C'est le travail que nous devons faire nous-mêmes et le travail que nous faisons d'accompagnement avec les enfants. Le problème de l'éducation des enfants, c'est que ça va passer par l'éducation des parents eux-mêmes. Parce que les parents eux-mêmes, aujourd'hui, sont contaminés par la société, sont endoctrinés, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que parents, ça ne s'apprend pas, quoi. Voilà, pour tous ceux qui ont fait l'expérience, une fois que l'enfant est né, mais c'est juste ahurissant, quoi. Et on ne savait pas avant ce que ça faisait, quoi. Et qu'il ne faut pas être parent forcément pour être un très bon éducateur, mais tout éducateur qui a été parent varie des choses dans sa façon d'éduquer, parce qu'il comprend que ça parle aux tripes. Donc on peut très bien être un éducateur sans être parent et être un excellent éducateur sans être parent, parce que quelquefois justement on est beaucoup plus juste, parce qu'on n'est pas pris dans les tripes. Mais d'être pris dans les tripes, ça aide à comprendre pourquoi quand on est parent, quelquefois on est juste incapable de dire non, alors que toute une partie de nous sait qu'il faudrait dire non, mais il y a toute une autre partie qui ne peut pas parce que c'est notre enfant et qu'on veut qu'il nous aime et qu'on veut qu'il aille bien et que c'est trop difficile à tenir et que ça s'accompagne. Oui, moi, le conseil que je pourrais donner aux personnes qui ont envie de s'occuper de l'enfant d'une manière compétente, c'est déjà de ne rien faire et d'être avec l'enfant juste dans l'observation de ce qu'il est, de comment il bouge, de comment il raisonne, de ce qu'il fait, de ce qui l'enthousiasme, voilà, et de l'accompagner dans ses élans. Enfin, si j'étais ministre, je trouverais ça utile qu'il y ait pendant une année, par exemple, pour les citoyens, les jeunes citoyens, une interrogation et un travail sur soi, justement, qui pourrait nous préparer à être parents. Je pense qu'on ferait beaucoup d'économies. Il y a des jeunes adultes qui viennent avant d'avoir des enfants pour se renseigner, qui sont conscients de leur handicap, en quelque sorte, que nous avons tous, hein, en tant qu'une société malade, j'ai envie de dire, pour le dire clairement, et qui font la démarche de s'interroger sur leur propre comportement, sur leur état d'être, avant d'accueillir un enfant. On n'a pas appris à être. 98% des gens ne pensent pas à être. On pense à avoir une maison, à faire un métier, à se former pour ça. On n'imagine même pas pouvoir d'abord être, tout simplement, la joie, la paix, l'amour. Et nous avons montré qu'il y a des stades de développement de ces états. Les états d'être positifs peuvent faire l'objet d'un apprentissage et d'un développement. C'est-à-dire non seulement on peut les apprendre, mais aussi on peut les développer. Par exemple, on a 77% de la population qui dit sentir un état d'être via l'extérieur et qui arrive à maintenir sur à peu près, on va dire, moins de 3 minutes un état d'être. Au-dessus de 3 minutes, on diminue considérablement les choses. Je prends conscience que l'enfant est important, je prends conscience que l'adolescent a des choses à vivre, à nous faire vivre et à nous apporter. Et comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour éclater cette croûte terrestre, justement, d'avoir un autre regard, de comprendre bien sûr leurs difficultés et de pouvoir être aux côtés des adolescents et des parents pour pouvoir donc améliorer certaines situations.
Donc, mon objectif, parce que ça reste encore un objectif pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, c'est de construire des co-cafés à l'intérieur des écoles. C'est-à-dire que l'école soit pas uniquement l'école pour les enfants, mais ce soit aussi l'école pour les adultes, pour les parents, et que les parents viennent s'y ressourcer, trouver des livres sur l'orientation, pouvoir inviter des intervenants sur l'adolescence, sur des techniques pour apprendre l'anglais, ce que je sais, n'importe quoi, répondre aux demandes d'information des parents et peut-être des enseignants. Les parents, il faut les éduquer. Bien, il faut les éduquer, il faut leur exprimer et expliquer que, par exemple, je ne sais pas, lire une histoire le soir à son enfant, c'est important pour développer ses émotions, pour lui donner le goût de la lecture, etc. C'est rien du tout. Bon, pourquoi on ne fait pas un petit clip de 30 secondes avant le journal de 20h pour expliquer ça aux enfants, tous les jours? Bon, on en fait pour plein d'autres sujets, c'est la sécurité routière, je ne sais pas quoi, mais pourquoi on ne le fait pas? Je vais travailler, ok, c'est bien le travail, mais il faut donner du sens. Quel est le sens qu'on donne au fait d'avoir des enfants et le sens qu'on donne à son travail? Oui, parce que ça chamboule tout. Après, c'est un bouleversement global de vie. Est-ce qu'on est prêt à donner de son temps, de son énergie, de son amour, de sa liberté? Après, c'est pas, la vie de parent, elle n'est pas rose tous les jours, mais en même temps, c'est tellement... c'est ponctué de plein de petits moments qui sont vraiment, pour le coup, des moments magiques, que du coup, après, ça déploie des ailes aussi, et puis d'aider à bien grandir, de faire profiter de ton expérience de vie pour aussi les accompagner sur leur chemin, mais tout en respectant qui ils sont. Enfin, moi, je trouve que c'est génial d'être... moi, je me serais pas vue pas maman, et je suis le maman, voilà, épanouie par mes deux filles. Et ouais, c'est top de voir leur sourire, de voir leur manière de vivre, de s'exprimer. La petite ce matin qui allait remettre son doudou dans son lit avant de partir à la crèche et qui parlait à son doudou et qui lui souhaitait une bonne journée, quoi. Et là, je la regardais, si je souriais bêtement en me disant « Oh, c'est trop mignon », même si 5 minutes avant, j'ai bataillé 10 minutes pour lui mettre ses chaussures, parce qu'il avait décidé qu'il fallait pas mettre ses chaussures. On est aussi une génération Internet où du coup les parents reçoivent des milliers de conseils sur des milliers de forums hyper contradictoires. Je pense que tout doit partir de l'observation de l'enfant et que quand on observe son enfant avec bienveillance et qu'on se fait confiance en tant que parent aussi en se disant qu'un parent parfait ça n'existe pas et qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et qu'on écoute soi là à l'intérieur et qu'on écoute son enfant, ça amène vers des chemins assez évidents. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en ce moment, les parents, et on est à la fois dans une société où je pense qu'il y a de plus en plus de parents un peu isolés dans leur rôle éducatif et qui à la fois vont en un clic avoir plein de solutions contradictoires et du coup, on en oublie de s'écouter soi et son enfant. Chaque enfant est unique, chaque parent est unique. Donc, se faire confiance. C'est un des seuls métiers, entre guillemets, où il n'y a pas de formation. On nous apprend à être boulanger, on nous apprend à être architecte, on nous apprend, mais le métier celui qui dure le plus longtemps dans notre vie, c'est être parent. Et c'est celui où on n'a pas de formation. Donc oui, ce serait une très bonne idée de faire une formation pour les parents et pour les enseignants, qui, la plupart, sont parents aussi. Donc, Ce que je m'étais rendu compte quand j'enseignais, c'était que aujourd'hui, en fait, on n'a pas appris à être parent. Parce que y a le phénomène des guerres mondiales qui sont passées en France, qui ont coupé complètement ces structures de transmission intergénérationnelle qui se passaient. Quelque chose comme ça de l'ordre de la transmission où avant, on apprenait à être parent parce qu'on avait des modèles comme ça qu'on peut retrouver comme ça dans les sociétés traditionnelles. Aujourd'hui, la grosse problématique des parents, c'est qu'ils n'ont pas appris à être parents. Donc du coup, souvent ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, on se retrouve avec un enfant, mais on ne sait pas comment faire. On est un peu démunis parce il nous manque des outils, des méthodes de compréhension de qu'est-ce que c'est un enfant. Ouais, alors pas dans le sens objet, mais qu'est-ce que c'est dans le sens sensible. Qu'est-ce que ça représente un enfant? Quels sont ses besoins de base et aussi ses besoins en termes d'expérimentation. Mais quelque part, ce serait qu'un parent qui veuille devenir parent, il ait fait un travail intérieur sur lui-même, sur guérir ses blessures, donc peut-être un travail psychologique aussi, pour aussi ne pas projeter ses blessures sur son enfant. J'accompagne en fait les parents d'enfants de 2 à 11 ans pour les aider à mieux entrer en relation avec leurs enfants à travers un outil que j'appelle l'outil ludique.
c'est-à-dire c'est la parentalité ludique. Pour désamorcer tous les petits soucis qu'on peut avoir de comportement de comportement inapproprié des enfants et de conflits qu'on peut avoir entre parents et enfants au quotidien. À la maison, ils n'attendent pas d'être jugés et souvent ils sont jugés. À la maison, ils attendent de l'amour, ils attendent de la compréhension. Comprendre, c'est prendre avec soi, c'est être aimé. Et si effectivement on rentre à la maison et que la seule chose qu'on entend c'est « ça s'est bien passé aujourd'hui, alors t'as eu combien ?» Ce qu'on fait rapidement, puisqu'on n'a pas tellement de temps, hein, et j'ai fait ça comme tous les autres parents. Et c'est ça qui est intéressant dans ces réunions, c'est qu'on sait qu'on a tous fait la même chose. Il n'y a pas un parent qui peut dire « moi, mais jamais j'ai posé cette question à mes enfants, c'est pas possible ». Donc on est tous à égalité, et on est tous en recherche de faire mieux. Mais les adolescents, eux, ils travaillent à l'intérieur d'eux, il faut juste les autoriser à. C'est-à-dire si on autorise un adolescent à exprimer ce qu'il a à l'intérieur de lui, au bout d'un certain temps, vous allez voir que ce qui va vous sortir est merveilleux, extraordinaire, et qu'il sera bien sûr dans l'envie de faire. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire, puisqu'ils répondent simplement aux attentes des uns et des autres. Donc ils passent leur temps à combler les attentes, et il y en a qui stoppent, et qui disent « c'est terminé, basta, moi j'arrête ». Il n'y a pas quelque chose qui fonctionne pour tout le monde, ce serait beaucoup trop facile. Et puis ça se saurait. Puis on le ferait si c'était là. Donc ce qu'il faudrait que le parent comprenne, c'est qu'il ne peut en aucun cas continuer à être le parent ressource tel qu'il l'était auparavant. Voilà. C'est normal, c'est naturel, c'est obligatoire et c'est sain. Voilà. Et si le parent déjà comprend ça, il n'aura plus besoin de se désespérer en disant « oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire là, etc. » Non, les manques sont intéressants parce qu'ils peuvent être comblés. Rien n'est jamais désespéré. Donc un enfant qui ne sait pas faire telle chose, qui a telle difficulté, eh bien, il va créer sa différence, il va pouvoir utiliser cette différence et puis apporter sa part au monde. L'idée d'être sur Terre, c'est quand même quelle est ma part? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi en tant qu'individu particulier? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter au monde? C'est ça, c'est sa participation. Moi aujourd'hui, je découvre qu'en fait il n'y a pas de conditionnement. Quand on éduque un enfant à donner le meilleur de lui, tout le monde est capable de donner le meilleur de soi. Mais c'est dépendant d'une chose essentielle, c'est le regard d'amour. Un regard non pas, on va dire, paternaliste, ou un regard qui fait des bisous ou des câlins, un regard juste qui nomme les choses. Quand tu fais ça, c'est extraordinaire. On en a besoin. C'est magnifique, là. On veut tous vivre dans un monde en paix, dans un monde solidaire, dans un monde où les gens sont bien. Mais ça ne se sort pas du chapeau comme ça s'apprend vraiment. Il y a des conditions qui nous permettent ça. Je parlais avec une enseignante pareil, qui utilisait la communication bienveillante à l'école. Elle disait qu'avant, elle ne faisait pas ça et qu'elle galérait avec les enfants. Et puis, vraiment, elle avait du mal à poser le cadre, la structure. Quand elle a appris chez elle, quand elle a regardé les intelligences multiples, elle a vu qu'elle avait cette intelligence interpersonnelle développer donc le lien avec l'autre, aimer vraiment être en relation avec les autres, avoir cette facilité de communication avec les autres. Du coup, là, elle s'est formée, elle a amélioré son potentiel interpersonnel, elle s'est formée en CNV, en communication non violente, communication bienveillante, en lien avec l'éducation. Et là, elle est revenue en classe et me disait que ça avait changé complètement son rapport, mais totalement, les enfants la reconnaissaient comme quelqu'un de... digne de confiance en fait, et digne de... Waouh, ils étaient émerveillés de voir cet adulte-là qui incarnait qui il était vraiment en fait. Il n'y a pas d'éducation sans amour, il n'y a pas... Comment on peut enseigner à un enfant si on n'a pas le cœur ouvert? C'est quelque chose que je peux moi-même pas concevoir. C'est toute cette nouvelle dimension éducative d'accompagner l'enfant à prendre soin de lui-même, et que l'adulte est un guide pour l'enfant, mais que l'enfant est un guide pour l'adulte. Je n'ai cesse de me dire que l'école ne devrait servir qu'à ça, qu'à apprendre des choses fondamentales sur la vie. Enfin, apprendre d'ailleurs. J'en reviens à mon terme accompagner. L'école de la vie, c'est une école où on accompagne l'enfant.
dans ses apprentissages, où c'est l'enfant qui fait remonter ce qu'il a besoin d'apprendre à l'adulte et pas l'adulte qui fait redescendre son savoir à l'enfant. Oui, c'est de l'ordre du naturel. La difficulté, c'est que lorsque j'ai été éduqué, je suis dessaisi de cette faculté innée qui est d'apprendre et qui est de savoir ce qui est juste pour moi, puisque lorsque je suis éduqué, c'est quelqu'un d'autre qui va savoir à la fin et qui va m'habituer à penser que lui, c'est mieux que moi ce qui est bon pour moi. Ce qui fait que je suis déconnecté de ma propre sensibilité à ce qui est bon pour moi. Donc, le juste, c'est la bonne chose au bon moment et dans la bonne quantité. Et donc, la relation d'amour, enfin la relation juste, c'est ça. C'est tout simplement, je reçois et je donne la bonne chose au bon moment et dans la bonne quantité. Et c'est ce que j'appelle aimer. La vie d'un enfant, c'est ne fais pas ceci parce que c'est dangereux, fais attention, non, si tu veux devenir artiste, tu ne gagneras pas ta vie. Ce sont des croyances héritées des parents, qui eux-mêmes l'ont hérité de leurs propres parents, etc. Et à un moment donné, ça enlève toute liberté à l'enfant de s'épanouir comme il le souhaiterait. Et c'est ça qui constitue aussi mon travail, c'est de véritablement permettre à chacun qui vient de devenir lui-même et d'aller jusqu'où il a envie d'aller et jusqu'où il avait envie d'aller, mais qu'il a été freiné, que ce soit par les parents, que ce soit par le milieu dans lequel il vit, que ce soit par les croyances religieuses, etc. C'est dire, il faut un jour mettre tout cela de côté et trouver ou retrouver ta propre identité. Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui te touche? Quelles sont les couleurs, les goûts que tu aimes? Quelles sont les valeurs que tu veux défendre, etc. Et donc, tout ça permet de revenir à soi et de finalement être soi. C'est le principe de la pédagogie active qui est déjà bien connu, mais qui est encore insuffisamment appliqué. Et même dans les familles, c'est comme ça. Ça va de manière cohérente jusqu'à inviter toujours un enfant à découvrir par lui-même qu'est-ce qu'il retient d'une expérience. Plutôt que de lui dire tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, on lui pose des questions. Comment tu pourrais faire autrement? Cette manière d'être dans l'interrogation vis-à-vis de l'apprenant est beaucoup plus intéressante qu'une approche qui cherche à dire voilà ce que tu dois savoir. Donc cette pédagogie active est essentielle pour effectivement créer un cadre beaucoup plus stimulant pour le développement des compétences, des diverses compétences qu'on cherche à développer, et qui inclut aussi l'autonomie et le sens de la responsabilité, la confiance en soi. Donc ça fait partie de ça, c'est la première stratégie pédagogique. On apprend de tout en fait, et on apprend surtout de l'échec. Il ne faut pas avoir peur de tomber. Quand on regarde comment est-ce qu'un enfant apprend à marcher, il tombe. Et si l'enfant il se disait « Oh, je suis tombé, je ne remarcherai plus jamais de ma vie », on serait mal barré. Et non, quand on est bébé, on tombe, on se relève, on recommence, on retombe. Et puis un jour, on finit par plus tomber parce qu'on est lancé, parce qu'on a trouvé comment faire. Et il faut garder cette volonté, cette hargne qu'on avait quand on était petit. La question, c'est qu'est-ce que la réussite? La réussite, de mon point de vue, c'est le bien-être, c'est le bonheur. Partant de là, qu'est-ce qui peut nous rendre heureux, nous, individus, nous, êtres humains? Alors, pour répondre à cette question-là, je suis allée lire les philosophes, les psychologues, etc. Et j'ai mené toute une réflexion de fond sur les besoins. De quoi avons-nous besoin pour être heureux? Partant de là, j'ai élaboré toute une approche globale de l'éducation autour des besoins humains. Voilà, donc une fois que ce cadre-là est posé, les 5 clés d'une éducation réussie, au regard de ces besoins qui nous constituent tous, c'est la connaissance de soi, c'est prendre en compte l'enfant comme une personne à part entière, c'est le bien-être, donc cultiver le bien-être pour soi en famille et pour son enfant et pour ses enfants, donc c'est-à-dire partir du principe que chacun a le droit au bien-être et que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. C'est la co-construction de la vie quotidienne, alors évidemment selon le degré de maturité des enfants bien sûr, et puis c'est l'accompagnement à l'autonomie. Et pour que l'enfant soit motivé, il faut qu'il puisse être connecté à ses envies
et qui sache que c'est possible. D'où l'importance de cette idée de capacité d'agir et aussi bien entendu de confiance dans l'adulte. C'est-à-dire qu'un enfant qui sait que l'adulte va le soutenir de manière inconditionnelle, ça ne veut pas dire bête et méchant, hein, ça veut juste dire le soutenir avec énormément de vigilance et de lucidité, alors il va développer une assise, une capacité d'agir qui sera beaucoup plus forte. Progressivement, en quelques années, je remettais tout à fait, complètement en question, non pas les contenus de l'école, mais le sens de l'école, la perspective de l'école. Quelle peut être la perspective de l'école avec, et je te rejoins Julien, un maître mot, celui de l'éducation. De mon passage au Canada, j'en livrerai une petite définition qui pourrait être celle-ci. L'éducation, c'est l'éducation à la formation des 5 sens. Si je sens, alors je suis vivant. Si je ressens les choses, si je suis proche de mon cœur, si que je sois en joie ou que je sois en détresse, mais si je suis capable de le verbaliser, de le nommer, alors je suis véritablement un être en vérité avec celui que je suis dans le moment présent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu mettre en place très rapidement dans ma classe et j'ai vu évidemment des effets étonnants. On donne tellement d'informations aux enfants maintenant. Il faut leur permettre d'expérimenter, d'explorer, de se tromper. Moi, j'ai vu au Tibet des enfants qui, jusqu'à l'âge de 7 ans, sont sécurisés vraiment à tous les niveaux. Mais on leur permet d'expérimenter, de partir, etc. À partir de 7 ans, ils sont suffisamment autonomes pour partir seuls dans la montagne pendant toute la journée ou pendant 2 jours, en emmenant le petit frère éventuellement et en emmenant un troupeau de yaks. À 7 ans, moi j'ai vu ça au Tibet. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'autonomie de nos enfants de 7 ans chez nous en France, qui sont souvent incapables de mettre un t-shirt à l'endroit ou à l'envers. Que l'élève il passe au moins 13 000 heures de sa vie à l'école et que c'est quand même un endroit absolument fabuleux et privilégié pour y apprendre les compétences de vie. Donc avec Ilona, il y a 2 ans, nous avons fondé Scolavie. Et Scolavie, c'est quoi? Scolavie cherche à développer l'éducation positive dans nos écoles en France et propose des programmes, des formations, des outils à destination des adultes qui sont en lien avec les enfants pour leur apprendre à apprendre ces compétences dites psychosociales, puisque plus on les apprend jeunes, et bien plus les impacts seront bénéfiques et positifs dans la vie et le développement de l'enfant. L'école, c'est pas simplement avoir des compétences dans ce qu'on fait, c'est aussi apprendre à bien vivre ensemble, de préparer au monde du demain et aider chacun à valoriser ses talents et ses potentiels qui sont uniques. Il y a les émotions du jour aussi, il y a plein d'exercices qui peuvent permettre, vous savez, il y a dans des classes où les enfants peuvent choisir entre 3 balles de couleurs différentes, et en fonction de la couleur, ça veut dire aujourd'hui je vais super bien, aujourd'hui je suis moyen, aujourd'hui je vais pas bien, et ça peut être même très anonyme. Chacun choisit une boule, le met dans un collectif, et à la fin, l'enseignant, le matin, quand il arrive, il sait la couleur, l'énergie de la classe, si les enfants sont plutôt disposés, s'il y en a quelques-uns qui sont, ou beaucoup qui ne sont pas disposés, et voilà. Et dans ces cas-là, préparer la classe à l'apprentissage avant de commencer direct, parce que ça n'aura aucun effet. Et on n'essaye pas de leur enseigner quelque chose par une seule approche. Bien entendu, l'approche intellectuelle, en regardant dans un bouquin, en faisant un travail écrit, c'est l'approche classique, c'est le plus simple. Les enfants sont assis, ils sont sages, ils ne bougent pas, on les maîtrise bien. C'est aussi la plus lassante, la plus passive. Donc ils ont besoin de bouger. Donc comment introduire le mouvement ? Comment introduire le corporel, comment introduire le relationnel, comment introduire le sens visuel, mais aussi le toucher, l'écoute, l'artistique. Donc, tous ces approches, ces entrées au niveau du cerveau vont faire que les apprentissages se font de manière beaucoup plus efficace. Donc ça rejoint aussi les découvertes récentes de la neuropédagogie. Et il est important de vraiment bien s'axer là-dessus et de développer des stratégies pédagogiques qui soient beaucoup plus diversifiées. Comment le cerveau apprend? Et en fait, on se rend compte que, par exemple, un enfant qui se balance sur sa chaise, c'est pas juste qu'il veut embêter le monde, c'est pas qu'il veut se mettre en danger, c'est juste qu'en fait, on a découvert que pour que le cerveau imprime les informations, il y a des enfants qui ont besoin d'être en mouvement. Et il y a des enfants, sans même y réfléchir, qui se mettent à se balancer sur leur chaise, parce qu'en fait, leur cerveau imprime mieux quand ils sont en mouvement.
si on a envie d'apprendre sa poésie en marchant dans toute la maison, eh ben on peut le faire parce que c'est pas obligé d'apprendre en étant assis sur une chaise. Que si j'ai envie d'écrire en étant allongée par terre parce que à ce moment-là, c'est comme ça que pour apprendre, je vais être le mieux, ben fait. Avec les progrès des neurosciences, on commence à comprendre aussi qu'il ne suffit pas de comprendre mentalement, quelquefois il faut le déprogrammer parce que ça a été engrammé au niveau du cerveau et que du coup il y a des tas d'exercices, EMDR, EFT, IFS, STAT, enfin voilà, il y a toutes ces nouvelles méthodes qui permettent d'enlever les effets super handicapants de certaines émotions. Il suffit à un cerveau de ne pas avoir accès qu'à chaque fois le même type de stimulation pour pouvoir se développer très rapidement. Ce n'est pas l'exact équivalent d'un ordinateur qui serait composé d'un disque dur destiné à enregistrer uniquement des données. Bien au contraire, le cerveau est un gestionnaire de son espace utile, comme on gérerait bien l'espace utile de notre appartement ou de notre maison. Et donc il fait en sorte de garder ce qui lui est utile, mais aussi d'effacer ce qu'il pense être inutile. Et tout ça sans nous avertir. Donc quand il commence à effacer une donnée, parce que par exemple, on a oublié de faire nos exercices, ou on n'a pas voulu faire les exercices que nous a donnés notre professeur, eh bien notre cerveau, pour simplifier les choses, se dit « Eh bien écoute, j'avais connecté des neurones entre eux lorsque tu étais en cours et que tu avais compris la notion parce que je pensais que ça allait être utile, mais puisque tu ne reviens pas une deuxième fois dessus via des exercices ou via une conversation, ça signifie que c'est inutile et donc je déconnecte ces neurones et donc je te fais oublier cette notion. » D'où cet étonnement perpétuellement renouvelé des élèves qui se disent « mais je ne comprends pas ». Justement, j'avais compris la notion et pourtant, une semaine après, il ne me reste plus rien. Oui, c'est normal, c'est parce qu'entre-temps, eh bien, ton cerveau s'est dit, puisque tu n'as pas l'air de t'en servir et que ça me prend de la place, eh bien, je l'efface. C'est mieux de les faire à l'école avec quelqu'un qui nous aide et qui répond à nos questions, plutôt que de rentrer chez soi. Et donc, quand on rentre chez soi, on va faire autre chose. Et moi, je milite pour que les enfants, quand ils rentrent chez eux, ils aillent faire du sport, de la musique, du théâtre, de la lecture, rien, enfin peu importe, ou bachoter s'ils veulent aller plus loin dans ce système-là. Les devoirs, c'est à l'école. Et les devoirs, c'est à l'école. Ouais. Et donc, je suis dans une logique où le slogan du Bioco, c'est « les devoirs, c'est à l'école, pas à la maison ». Je suis des fois très pessimiste quand je regarde les programmes scolaires qu'on revoit, qu'on fait rentrer les ordinateurs de plus en plus tôt à l'école. C'est une aberration éducative, c'est une aberration au niveau de la santé, c'est une aberration au niveau du comportement et au niveau de la relation. Parce que ça fait des enfants qui sont coupés d'eux-mêmes, qui sont coupés d'eux autres et qui sont vraiment dans une intelligence cérébrale. Alors que nous avons trois intelligences, l'intelligence cérébrale, l'intelligence du cœur et l'intelligence vitale. Et dès qu'on est sur un ordinateur, on ne concentre que l'intelligence cérébrale. Donc c'est une aberration, énormément de pédagogues s'alertent par ça. On est, et notamment dans la première septaine, c'est-à-dire les 7 premières années de la vie, c'est une période où l'enfant a besoin d'expérimenter. Après, à partir de 7 ans, de 7 à 14 ans, la deuxième septaine, on va pouvoir transmettre des choses. Mais les 7 premières années, c'est l'expérience, l'expérience. Le corps énergétique de l'enfant ne se forme qu'à partir de la 7e année parce qu'il a suffisamment accumulé d'expérience pour pouvoir l'intégrer dans son quotidien. C'est tout ce qu'on est à peu près avec le même bagage de neurones et que nos connexions neuronales se font au fur et à mesure de nos expériences et qu'on devient... en grandissant, expert dans un domaine parce que on a développé des compétences, on a fait des expériences, on a développé un savoir dans un domaine, on devient plus expert parce que nos connexions neuronales se sont faites dans ce domaine-là, que l'on a été en réussite et que, étant en réussite dans un domaine, on y retourne, donc on devient encore plus expert. Et on sait qu'on a chacun notre manière de rentrer dans les apprentissages et de toute façon, aujourd'hui, la question des apprentissages
c'est quelque chose de très important puisque le savoir, il est disponible tout autour de nous et l'important, c'est surtout d'apprendre à apprendre et savoir comment on apprend. La théorie de Howard Gardner, un psychologue américain, un psychologue cognitiviste, comme on dit, et qui postule avec un fort apport scientifique, une force de marche scientifique, qu'on a 8 formes d'intelligence. Et pendant la vie, on le développe plus ou moins fortement. Avec la difficulté, c'est que l'école ne favorise essentiellement que 2 intelligences sur 8, donc un quart des intelligences. Donc il en manque 6, ce qui est dommage. C'est-à-dire qu'il y a 6 formes d'intelligence qui ne sont pas prises en compte par le système scolaire. C'est une cause de problème. Il y a un spécialiste américain des intelligences multiples qui affirme, et je serais assez d'accord avec lui, que 80% des échecs scolaires pourraient être supprimés si les 8 intelligences étaient sollicitées régulièrement à l'école. 80%. L'idée, c'est pas de faire des lieux où l'enfant est roi, c'est pas ça, mais je pense qu'on peut s'épanouir dans un cadre avec une grande liberté. Et pour moi, effectivement, l'école de la vie, c'est comment on part de l'enfant, de ses besoins, de là où il en est, de ce qu'il émerveille. Et les apprentissages, on le sait maintenant grâce aux neurosciences, vont en plus être facilités par un enfant qui va prendre plaisir, être dans l'action et s'émerveiller. Donc l'enfant est un être qui s'émerveille en permanence, donc partons de ces étoiles dans les yeux pour arriver effectivement à l'école de la vie, à des apprentissages où l'enfant est pleinement acteur. Sur une classe de 24, les enfants ne sont pas tous les mêmes. On ne peut pas appliquer des cadres et des schémas identiques et très anciens à toute une classe. C'est impossible, surtout avec des effectifs comme ils le sont là. Et les enseignants commencent à le comprendre et à essayer d'aller voir ailleurs, d'aller voir autrement. Et ça, oui, ça bouge. On a tous 2 modes de pensée. On est tous avec un mode de pensée, c'est le mode de pensée en image. Donc, quand je dis en image, c'est multisensoriel. Hein, c'est toutes les intelligences. Ça peut être musique, ça peut être nature, voilà, visio-spatiale. Et donc, cette partie-là, on est tous avec celle-ci. Ensuite, on la développe au fur et à mesure. C'est-à-dire, quand on voit un chat passer, quand on nous a dit c'est un chat, ok, on a l'image, on la garde. Quand on sait qu'un tel s'appelle Paul, c'est parce que quelque part dans notre cerveau, on a l'image avec son nom, quoi, voilà. Et ensuite, commence à se développer la pensée verbale. Donc, logiquement, cette pensée verbale est acquise à peu près aux alentours de 5 ans. Il y a des enfants pour qui elle n'est pas acquise à 5 ans. Elle peut être acquise plus tard, à 8 ans, et d'autres à 12. Et c'est ce pourcentage d'enfants où la pensée verbale n'est pas acquise à 5 ans qui peuvent fabriquer de la dyslexie, en fait. C'est la dyscalculie, les troubles d'attention et tout ce qui va avec. Alors, un enfant dyslexique, c'est un enfant qui a des difficultés pour apprendre à lire, en fait. Donc, ça peut commencer par la reconnaissance des lettres, déjà, et ensuite, le déchiffrage est difficile, la lecture devient difficile, et au fur et à mesure, ça peut entraîner la non-compréhension de ce qu'il lit, et puis des échecs au fur et à mesure. Moi, je vous mets 2 copies, un vrai et un pas vrai, c'est-à-dire un vrai dyslexique et un gamin qui a raté son apprentissage, vous allez retrouver les mêmes erreurs. Mais c'est grave. Mais bon sang. Je lui dis, mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit que votre enfant était 10? Ah ben la maîtresse ou l'orthophoniste. Donc moi j'ai des gamins, ils y sont passés 13-14 ans. Ils sont pas malheureux, hein. Mais bon, moi si j'ai mal à l'estomac et que je vais chez le même médecin et que pendant 14 ans j'ai encore mal à l'estomac, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, non? Bon, voilà. Donc, parler avec des étiquettes qu'on colle dans le dos. Moi, les étiquettes, je les dégueule. Je veux plus coller des étiquettes, moi. C'est fini. Moi, je prends un enfant dans sa totalité. Il me dit, est-ce qu'il faut que je ramène mes bulletins de notes? Je m'en fous de tes notes. Je veux même pas lire ce qui est écrit. C'est toi qui m'intéresse. Et tu le vois rapidement. Enfin, un vrai dyslexique qui a d'autres compétences, qui est brillant, intellectuellement brillant, qui va être en décalage, en fait.
Ça dysfonctionne, d'où le DYS, qui est donc une pathologie, bon sang. Je me rappelle d'un petit, je lui ai dit, il me dit, tu sais, j'adore écrire. Super, je lui ai dit, tu veux qu'on écrit sur quoi? Il me dit, bah, j'habite à la campagne et mon grand-père va à la chasse et parfois j'aimerais bien l'accompagner. Et il me dit, j'ose pas lui demander. Ben, je lui dis, tu peux l'écrire si tu veux. Donc il me met le titre, La chasse, c'est écrit La chasse. Je bouge pas, je bronche pas. Et il fait un beau J majuscule comme ça, avec son truc là. Il met j'appelle à J-A-P-E-L. Et je vois qu'il s'arrête. Il pose son crayon, il me dit, tu vois Anne-Marie, ça commence. Bah il y a tout qui commence en fait. Parce que les mots que tu utilises à l'oral, quand tu peux pas les mettre sur le papier, juste on prend une seconde tous pour réfléchir et ne plus jamais regarder quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe avec le même regard. Si au moins je peux faire passer ce message-là. Parce que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Rien. C'est de l'apprentissage, j'ai presque envie de dire con. Voilà, c'est comme des Legos. Moi, je ne savais pas que grand prenait un D à la fin parce que ça faisait grand 2 au féminin. Si on te l'a jamais dit, tu peux pas le deviner. Donc on t'a balancé des mots en entier avec des photos. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la photo. Tu as une péniche, c'est écrit péniche et toi tu dis bateau. Il est où le problème? Il est où le problème? Alors moi je travaille avec la méthode de Davis. Donc c'est une méthode en fait qui a été inventée par Ron Davis, qui est un dyslexique lui-même. Donc c'est la première méthode inventée de l'intérieur en fait. Et il s'est rendu compte au fur et à mesure que selon les perceptions qu'il avait, il arrivait plus ou moins à apprendre. Donc la méthode elle est basée d'abord sur mettre les perceptions exactes pour pouvoir bien apprendre. Il faut savoir que ces personnes-là, elles pensent beaucoup en images et le sens et la compréhension de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils entendent passe par l'image mentale. S'il n'y a pas d'image mentale, il n'y a pas de compréhension en fait. Par exemple, si je prends le mot coussin, tout le monde a à peu près l'image d'un coussin. On n'a pas forcément la même image, mais on en a une. Table, c'est pareil. Livre, c'est pareil. Par contre, si on prend le mot cependant, pourquoi, comment, je, tu, il, et puis on en a à peu près 200 dans la langue française, là il n'y a pas d'image toute faite. Donc il faut les créer ces images-là, c'est ce qu'on fait avec la méthode de Davis. Moi je suis éducatrice surtout pour ceux qui ont du mal à rentrer en apprentissage. Aujourd'hui, on a quand même la chance de savoir maintenant ce que c'est qu'une dysphasie, une dyspraxie, une dyscalculie, une dysgraphie, etc. On a les outils pour les aider, l'informatique est au service de ça, quelle merveille. Voilà, un enfant dyscalculique, au bout d'un moment, il prend une calculatrice, parce qu'en fait, le principal dans la vie, c'est de savoir, quand on est devant un problème de maths, quelle est l'opération à utiliser. Bon, lui, il n'arrivera jamais à la poser en colonne. Cette opération, le pauvre vieux, c'est un cauchemar qui recommence tous les jours. Voilà, moi, il y a un moment, j'ai compris que lui, ça ne voudrait pas. Bon, mais il a droit à la calculatrice. Mais le principal, c'est qu'il sait quelle opération il doit faire sur sa calculatrice. Et il sait vérifier si ça marche, le résultat. Et c'est ça qui est important. Aménager les emplois du temps pour qu'il y ait plus de liberté pour des projets. C'est quand même une volonté actuellement d'aller dans cette direction pour redonner plus de sens à l'éducation. Et je pense que je vais peut-être faire carrément le lien avec les Pays-Bas, parce que c'est vraiment ce qui m'a marqué aux Pays-Bas quand je suis allée là-bas, c'est qu'on donne toujours le sens avant d'expliquer une leçon. On va expliquer en général pourquoi on le fait. Je trouvais bien d'expliquer à quoi ça sert, parce que du coup, ça passe beaucoup mieux d'apprendre quelque chose quand on sait quelle est l'utilité et à quoi ça sert. Donc donner le sens avant la leçon, voilà à quoi ça sert, voilà à quoi ça peut vous être utile dans la vie, c'est bien. Alors peut-être que ce qui est important dans l'éducation aujourd'hui, c'est plutôt transmettre un savoir-être, un savoir-faire,
plutôt qu'un savoir tout court. Il faut qu'on apprenne dès tout petit à travailler ensemble. Parce que le monde de demain, le monde qu'on est en train de construire, il ne sera pas individualiste, il sera collectif, il sera collaboratif, il sera participatif. Et il faut apprendre dès tout petit, je pense, à travailler ensemble. Et puis, en fait, quand on grandit, on se rend compte qu'on est toujours plus performant quand on est plusieurs. Ça, je pense que c'est aussi très important. Je ne suis pas trop pour l'école alternative parce qu'on risque d'avoir des écoles à 2-3 vitesses. Hein. Ceux qui peuvent mettre ces enfants dans l'école alternative et ceux qui ne peuvent pas. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout ce qui est bien dans les écoles alternatives soit dans toutes les écoles. C'est ça et c'est possible. Il n'y a pas besoin de beaucoup de sous. Ça, c'est le grand argument. Il faudrait plus de moyens. Mais non, c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Hein. Par contre, ce qu'il faut toujours apprendre, c'est vivre avec les autres, travailler avec les autres et créer avec les autres, vivre en bonne entente avec des autres pour éviter de se faire la guerre. Et ça s'apprend à l'école. Donc l'école est importante, mais avec une manière de faire qui me semble complètement différente. Pour moi, l'éducation, en tout cas la vision que je porte à sur l'éducation aujourd'hui, c'est une éducation basée sur la confiance. Parce que l'enfant sait ce qui est bon pour lui, c'est ce qu'il doit apprendre. Et c'est aussi une éducation basée sur cette société qui évolue si vite, ce monde qui change si vite, en se disant, en repensant vraiment la place de l'adulte dans tout ça. Hier, on va dire, général de ce que j'ai observé, j'attends de mes enfants qu'ils fassent ce que j'ai pas fait, ce que j'ai pas réussi. Les écoles de la vie, pour moi, ou l'école de la vie avec un grand E et un grand V, doivent prendre en compte vraiment la manifestation de la vie avec tout ce que ça peut exprimer, mais surtout avec toute la connaissance de ce qu'est la manifestation de la vie chez l'humain. Et on ne peut pas dissocier le règne végétal du règne animal, de l'humain et surtout du règne minéral. Et là, on a complètement mélangé tout ça. Hein. Dans l'agriculture moderne, les végétaux sont minéralisés, le minéral il est complètement désorganisé, donc il n'y a plus de matière organique, hein, et puis les animaux sont végétalisés, c'est-à-dire ils sont immobilisés. Donc on a tout rabaissé, alors qu'il faut élever. Voilà. Et l'humain, au milieu de tout ça, il est perdu. Il a besoin de structure, d'une structure interne qui n'est pas imposée par l'extérieur. La pédagogie telle qu'on l'a développée nous d'éveil à la nature. Moi, je suis convaincue que le tout petit est un être sensoriel. Voilà. Et du coup, notre raisonnement, il a été, je vais le redécomposer après, mais de partir de la sensorialité qui permet un éveil au monde, une curiosité au monde. Et cette curiosité au monde amène à une curiosité sur son environnement et sur la nature. Plus on est curieux de la nature, on va prendre plaisir à la découvrir dans un lien ludique. Plus on sera un enfant, un ado et un adulte qui la respectera. Et donc, on part, nous, de la sensorialité pour en arriver au respect de l'environnement. Ça peut paraître étrange, mais l'enfant, il est attiré par la nature parce qu'il est attiré sur l'écorce de l'arbre qui va avoir une texture particulière sous ses doigts, l'adulte qui va l'inviter à sentir un fruit, à observer les nuages, les reflets de la lumière. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui vont amener l'enfant à découvrir la nature. Ça part de sa sensorialité, de son besoin moteur et de découverte. C'est vraiment d'apprendre aux enfants qu'on dépend de la nature. Donc, par exemple, nous, il faut un jardin potager. Il n'est pas question que ça soit marqué dans l'emploi du temps. Parce que c'est pas l'emploi du temps ne peut pas dire on fait jardin le mardi, ça marche pas en fait. C'est la météo qui va nous dire quand est-ce qu'on fait le jardin. C'est la lune, c'est plein de facteurs environnementaux, c'est eux qui commandent. Et donc on se débrouille au moins une fois par an pour le faire exprès pendant les matières qu'on va dire supérieures, qui seraient les maths et le français. Mais on va arrêter de travailler pour aller faire le jardin parce que c'est le moment pour le jardin et que c'est bien pour lui et que nous on est dépendant de lui, donc c'est pas l'inverse, quoi. La nature, elle est vraiment, on le voit hein, quand on pratique l'éducation à la nature avec les enfants, c'est que très vite, ils se sentent
à l'aise et ils se sentent apaisés. Ça me semble vraiment le mot numéro 1 qui me vient. Mais évidemment, il faut un peu de temps. Parce que si on lâche, on voit les gamins dans les cours de récréation, des fois, le bruit que ça fait, l'agitation, parce qu'ils ont été tenus avant, hein, tout simplement. Hein. Mais si on emmène un groupe dans une forêt, effectivement, au début, on va des fois avoir des comportements un peu bizarres, de défoulement. Hein, voilà, défoulement. Mais après quelques jours, tout ça, ça s'apaise. Ça s'apaise complètement. Et ce que trouve l'enfant, c'est la paix. Il trouve la paix, il trouve la tranquillité, il se sent bien. Comme nous, on se sent bien, hein, au milieu des arbres, au bord du ruisseau, on se sent bien. On se sent bien si on l'a pratiqué. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui ne sont jamais allés auprès d'un arbre ou auprès d'un ruisseau? Pourquoi? Tout simplement qu'on ne leur a pas montré. La nature est amicale et qu'elle prend soin de nous. Tous les enfants, s'ils pouvaient expérimenter cette amabilité par rapport à la nature, ils en deviendraient des garants. Ils en deviendraient finalement des responsables. Et très certainement, et j'ai une anecdote à livrer, Julien, on peut imaginer, sans délirer, qu'un enfant pris, entre guillemets, ou invité, j'aime mieux invité dans cette pédagogie, eh bien, orienterait sa vie professionnelle vers le vivant. Et c'est immense, le vivant. Ça peut être un médecin, chirurgien, ça peut être un marin-pêcheur, ça peut être un horticulteur, un maraîcher. C'est infini, mais une responsabilité à l'égard du vivant, à l'égard de cette terre qui est un appui. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de terre, si nos pieds sont dans le vide, on tombe. Donc qu'en est-il de cette éducation première, essentielle, à l'égard, on va dire, de la terre patrie? Ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel, je crois, en matière d'éducation. Entre ce que moi j'ai appris il y a 15 ans lors de mes études et ce qui se joue maintenant, déjà on a des découvertes scientifiques incroyables en termes de neurosciences qui nous permettent de comprendre le jeune enfant et de sortir de débats qui étaient des débats un petit peu philosophiques et maintenant la science vient nous aider à comprendre plein de choses. Et on vit effectivement un mouvement où je trouve qu'on revient à des choses fondamentales. J'en parle dans mon livre, mes premiers mots sont pour ma grand-mère parce que je me disais, mais elle se dirait, ma grand-mère, mais pourquoi elle écrit des choses comme ça? C'est évident. C'est évident, mais je trouve que ça s'était un peu perdu en route. Et je trouve qu'on revient là à des choses de bon sens sur la bienveillance, l'autonomie de l'enfant, la confiance en l'enfant, refaire rentrer la nature dans l'enfance où avec les normes hygiénistes on avait écarté plein de choses. Là il y a une charte nationale de la petite enfance qui a été émise par le ministère de la Famille en mai, qui est un magnifique texte et c'est la première fois que dans ce texte apparaît, c'est écrit, l'importance de la nature dans la petite enfance et l'importance de la faire rentrer dans les structures. Ça c'est une avancée formidable. Vraiment cette éducation, hein, qui est le maître mot de ton projet, eh bien, c'est d'aller chercher en soi-même cette réserve, cette capacité qu'on a à entrer en relation avec tout le vivant, le genre humain, mais aussi les arbres, les poissons, son chat, son chien. Et dès l'instant où on est en relation avec tout ça, le ciment de tout ça, c'est l'amabilité, l'amitié qu'on a à l'égard de la vie. Et moi, je ne connais personne en amitié avec la vie qui va mal se comporter, que ce soit avec son jardin ou avec ses enfants. Ici, ils vivent au quotidien que la nature peut être un lieu de ressourcement énorme et d'apaisement. Et qu'à ce titre-là, elle est très précieuse. Et puis qu'en plus, la nature, elle donne gratuitement. Les vaches, les lapins, les poules qu'on prend dans les bras et qu'on est content de caresser. Voilà, ça, ce sont des vraies expériences de nature. Ce qui est important dans l'éducation à l'environnement de voir, c'est que la connaissance, elle va venir par l'expérience. Voilà. C'est Einstein qui disait, hein, la connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Et on n'est pas là pour apporter des informations aux enfants, on est là pour leur donner des connaissances. Et on va les aider à vivre des expériences qui vont leur permettre d'avoir accès à des connaissances. Et c'est ça le projet d'éducation à l'environnement. Arriver à avancer sur notre relation à la nature, notre relation aux autres, notre relation à nous-mêmes, grâce à des expériences qui nous permettent de le faire. Dans ma classe, il y a 8 ou 9 aquariums, des plantes. Et les enfants, quand ils entrent, ils ont par binôme ou trinôme une responsabilité de prise en charge d'un aquarium avec des poissons étonnants, notamment des poissons primitifs.
Et donc, c'est relevé de température, c'est observation de l'animal, c'est une nourriture particulière pour chacun des poissons. Et au fil de l'année, chaque binôme, chaque trinôme est passé en responsabilité auprès de ces 9 aquariums. Ça paraît anodin comme pédagogie, mais j'ai pu voir que se tissait une responsabilité, une agilité respectueuse par rapport à aller chercher de l'eau. On ne peut pas jeter la nourriture comme ça, parce que ça effraie le poisson. On ne peut pas lui donner la nourriture congelée, il faut prendre soin de la décongeler. C'est toute une éducation à vivre, toute simple. On n'a pas besoin de vivre à la campagne, au fond des bois, pour être en contact avec la nature. Notamment nous, nos structures sont en Île-de-France, en banlieue parisienne pour la plupart. Et tout notre travail est de sensibiliser les familles sur le fait qu'il y a toujours un parc à côté de chez soi. On sait que le manque de nature a un impact sur la psychologie, sur le physique, sur notre qualité de vie tout simplement. Et les enfants respirent. Alors dans les écoles alternatives, on voudrait développer une sorte d'école bio, on va dire. Mais pourquoi pas toutes les écoles? Pourquoi toute la nourriture qu'on propose partout n'est pas de la nourriture saine? L'être dans sa simplicité et en même temps dans une immense complicité a besoin, entre guillemets, en aliments de base. Or, ce que j'ai constaté, et là c'est grâce à Isabelle, donc mon épouse, la mère de mes enfants, c'est que plus l'alimentation est simple et naturelle, vivante, et plus l'enfant est serein, il n'est pas perdu. Donc j'entends par là une alimentation simple et vivante, c'est une alimentation structurée. Il semble que beaucoup de difficultés scolaires viennent tout simplement de problèmes d'alimentation. C'est pour ça que je dis que forcer un enfant, pour des raisons entre guillemets théoriques, diététiques, à manger quelque chose qu'il sent qu'il n'aime pas, c'est une erreur fondamentale éducative. D'accord? Parce que si l'enfant se force à manger quelque chose qu'il n'aime pas, c'est pour faire plaisir à ses parents. Et là, on tombe dans un gros problème de perte de repères, relation parent-enfant, qui sera certainement reproduit plus tard, c'est-à-dire on délègue quelque part la relation parentale d'élevage et de guide de l'enfant à un système éducatif, théorique, conventionnel, on va dire, où il faut avoir des glucides, des lipides, des machins, des trucs. Cette pédagogie en lien très fort avec le vivant, avec la nature, évidemment, elle convoque les maîtres mots d'imprévu et d'inconnu. René Char, extraordinaire, qui dit « Comment pourrions-nous vivre sans l'inconnu ?» Moi, aujourd'hui, en 2017, j'aurais envie que cette phrase, tout le monde la médite. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à tout vouloir contrôler. Mais il est où l'inconnu dans ta vie ? Une énorme machine. Voilà, je veux dire, je ne connais pas de structure d'1 million de personnes en France. Donc aujourd'hui, vous avez 1 million de personnes. Vous avez 750 000 profs à X% près, plus 250 000 personnes qui coordonnent tout ça, les recteurs, inspecteurs d'académie, enfin toutes les structures qu'il y a autour de formation et autres. Et vous avez 12 millions d'élèves en face. Vous avez 59 000 établissements. En gros, vous pourriez imaginer dans le monde privé une entreprise avec 1 million de personnes, 59 000 agences et pas de patron. Et donc, dans une structure où vous n'avez pas de patron hiérarchique, c'est-à-dire que vous êtes bien conscient que chaque école a un directeur, un principal, un proviseur, peu importe. Et ces personnes-là ne recrutent pas leur équipe, donc ils managent leur équipe. Et donc, en fait, quand ils peuvent avoir un prof qui ne fait pas son job, il ne peut ni le sanctionner, ni le stimuler.
dans le système. Donc, ce qui fait que vous avez un système qui est assez centralisé à travers les syndicats et autres qui font leur job. Et donc, les syndicats, c'est important. On a tous tendance à négliger les syndicats, mais c'est important. Mais à un moment donné, quand le système s'enferme avec des gens qui sont ni stimulés, ni accompagnés, sur lesquels je n'ai pas de logique de management, pas assez formés, pas assez payés, bref, tout ça, ça fait une énorme machine qui amène quand même plus de 700 000 personnes jusqu'au bac, quoi qu'on dise. On parle des 20% qui ont le plus de difficultés, mais on ne parle pas des 80% pour qui ça n'était pas. Donc à un moment donné, il faut reconnaître et arrêter de taper tous les jours sur les profs, etc. C'est désagréable d'entendre dans la presse, dans les médias tous les jours, alors que ces gens donnent tout ce qu'ils ont, de la passion et autres. Et donc à un moment donné, il faut arrêter. Donc ceux qui sont très critiques, je leur conseille d'aller faire un stage et d'être prof pendant 1 mois. Et donc en gros, dans Vie ma vie. Et je pense qu'ils vont ensuite revoir leur copie sur le métier et le rôle de ces enseignants qui donnent beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans le système. Une fois qu'on a dit ça, il faut accepter aussi qu'il y ait des dysfonctionnements. Et ce que j'essaie de faire passer comme message au niveau de l'éducation nationale et tous les gens que je rencontre, c'est que je leur dis personne n'est inutile. Tout le monde est utile. Quelle que soit la chose qu'il fait, un peu le phénomène du colibri, tout le monde est utile. La seule différence qu'il y a dans le système, c'est qu'il ne faut pas s'opposer les uns aux autres à partir du moment où on a envie de mettre des choses en place. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est de se demander mais pourquoi en fait nos écoles et nos classes sont aménagées comme ça aujourd'hui. Et quand on arrive à comprendre pourquoi, c'est-à-dire pour préparer les enfants à travailler en usine, eh ben, il faut se rendre compte que la société aujourd'hui a beaucoup changé, que si aujourd'hui on met les enfants dans des écoles, c'est plus du tout pour les mêmes raisons, et que je pense qu'aujourd'hui personne n'a envie de formater un enfant dès son plus jeune âge pour un métier spécifique. Aujourd'hui on a des milliers de métiers qui existent. Dans 5 ans, il y en aura sûrement d'autres centaines qui n'existent pas encore. Et on a juste, je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est plus de préparer l'enfant à faire ce qu'il aime lui. Ce qui est très intéressant, c'est les classes où on a retiré ce système de tables et de chaises et qu'on a mis en place des ateliers. On a trop longtemps fait l'erreur d'avoir une seule méthode pédagogique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser la liberté aux enseignants d'enseigner comme bon leur semble. Quand on enseigne entre 5 et 8 matières dans la même journée à un enfant, d'une manière cloisonnée, séparée comme ça, tous les deux disaient la même chose, ça équivaut à de la torture pour le mental. Parce qu'on n'est pas fait pour apprendre un petit peu de ça, un petit peu de français, un petit peu de maths, puis après un petit peu de biologie, puis après faire un peu de sport, puis après reprendre encore un peu d'anglais, et puis après encore peut-être un peu de maths, ou après un peu d'histoire. Ça dans la même journée, ça équivaut à de la torture cérébrale. Et c'est pour ça que les jeunes, aujourd'hui, n'en peuvent plus d'école à mes yeux. Et vous pouvez faire un sondage collectif, il y a très peu de jeunes qui aiment l'école aujourd'hui. Ça, c'est clair, je le constate chaque jour. L'école, on la subit plus qu'on la vit comme un plaisir. Et pour moi, ça montre vraiment que oui, c'est clair, on est arrivé à la fin d'une forme d'éducation et qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le nombre d'écoles nouvelles qui se créent chaque jour ou chaque semaine, c'est juste exceptionnel. Et ça montre vraiment ça, en fait, qu'il y a quelque chose à passer. Dans les écoles traditionnelles, on n'a pas du tout, enfin c'est vrai qu'on travaille tout ce qui est intellectuel, le quotient intellectuel, mais pas trop le quotient émotionnel. Et moi, je serais vraiment pour qu'on apprenne, on enseigne, parce que ça apprend vraiment à accueillir ses émotions, à les écouter, et puis à apprendre à les réguler à l'école aussi, et pas seulement à la maison en fait. Autant je me dis, tout ce qui est technique, de relaxation, méditation, les mouvements de Shutai-do, c'est peut-être pas facile pour quelqu'un qui n'est pas dans le développement personnel, c'est le cas de mon collègue, d'y aller. Autant la cohérence cardiaque, il y a une validation scientifique des médecins. Donc je leur ai expliqué dans chaque classe un petit peu quelle est l'histoire de la cohérence cardiaque. Je leur ai parlé de l'impact du cœur en fait sur le cerveau et sur l'ensemble du corps. Et puis on a utilisé une vidéo assez ludique, elles le sont souvent sur la cohérence cardiaque, avec une bille qui monte et qui descend sur une musique
sur une musique très envoûtante, très zen, très relaxante, avec même le son home sur les 3 dernières respirations. Donc ça m'a donné aussi l'occasion, parce qu'ils ont posé la question, de leur expliquer ce que c'était que le son home. Il y avait même le symbole du son home sur la vidéo, donc ils m'ont dit mais c'est quoi ce 30 qu'il y a? C'est pas le 30, c'est le home. Voilà, donc on a expliqué, je leur ai expliqué un petit peu tout ça. Et de l'ensemble des exercices, en tout cas j'ai l'impression à date que c'est celui de la cohérence cardiaque qui leur parle le plus, puisqu'en fait ils participent, ils sont actifs, donc c'est peut-être plus facile pour certains d'entre eux que juste la relaxation ou la méditation qui demande vraiment d'être quasiment immobile, quoi. La sophrologie, sur moi, ça m'a surtout aidé à apprendre à gérer mon stress. Au fur et à mesure des séances, j'ai vu le bienfait du stress, surtout, je crois la deuxième séance s'est passée juste avant un examen, juste avant le partiel. Et c'est le partiel que j'ai passé le plus sereinement depuis toutes mes études. Ouais, moi je pense que c'est un truc qu'il faudrait développer un peu plus dans les écoles. Parce que franchement, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Après, je sais que je suis pas le seul. J'ai pas mal de potes qui étaient en difficulté, avec des difficultés personnelles, familiales, et ça les a pas mal aidés. Ça te détend dans un rythme de vie où on n'a pas énormément de temps pour le faire. Et en 1 heure à peine par semaine, déjà, on voit les effets. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle très tôt. En fait, je me suis toujours sentie très mal à l'école, je me suis toujours sentie très frustrée parce que je suis quelqu'un de très créatif, je suis quelqu'un qui a envie de trouver des solutions à tout, des solutions innovantes. Et en fait, je ne retrouvais pas ça à l'école, je ne sentais pas que j'avais ma place pour pouvoir m'exprimer. Du coup, j'ai monté mon entreprise à 16 ans. Et me dire que non, ce n'est pas parce que je n'ai pas 5 ans d'études, que je n'ai pas de compétences, que je n'ai pas d'expérience et que je n'ai pas la capacité de gérer des équipes, par exemple. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Il y a toujours un moyen de commencer à acquérir des compétences qui vont vous donner confiance en vous et qui vont vous faire sentir légitime. J'aimerais tellement qu'il y ait tous les enfants aillent à l'école avec le sourire et pas le mal au ventre et qu'ils soient juste heureux. Ce serait ça, l'éducation de demain. De quelle manière, en pouvant prendre tout ce qui est bon dans chaque méthode d'éducation qui existe aujourd'hui et pouvoir intégrer ça à l'école, faire comprendre aux enfants que ce sont des individus à part entière et qu'ils ont tous une capacité à l'intérieur d'eux et que un enfant qui confond le B et le D, quand à un moment donné il lit et puis qu'il dit le B à la place du D, mais que hop, il se reprend tout de suite, en disant non, c'est pas cette lettre-là, super, non, c'est pas cette lettre-là, et tu l'as trouvé tout seul. Et voilà, c'est juste valoriser aussi petit à petit à chaque fois. Pour ma génération, je suis vraiment très optimiste. Ma génération, c'est-à-dire la génération Z, ce qu'on appelle la génération Z, ceux qui sont dans la vingtaine, pour moi c'est une génération qui est porteuse d'espoir. Parce qu'on est né dans cette société qui est en plein changement, qui est en pleine révolution. Et en fait, c'est presque inné, presque intuitif pour nous de vouloir changer les choses. Pour moi, il y a un gros travail de compréhension, d'explication aux parents aujourd'hui pour leur dire ouais, vous voulez peut-être le meilleur pour vos enfants, mais attention, ne leur plaquez pas des images de ce que soit vous projetez que vous n'avez pas pu réaliser, ou bien que vous aimeriez qu'ils puissent faire parce que vous avez l'idée que la réussite, ça va passer comme ça. Non, c'est propre à chacun et la réussite, elle va être propre vraiment à chacun en fait, à chaque enfant. À ce stade, je crois que nous sommes actuellement dans une situation où on se dit qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est comme si vous étiez à l'aéroport devant le panneau des directions. Si vous dites qu'est-ce qu'on fait? Mais si vous savez que vous voulez aller à tel endroit, vous allez prendre tel avion. C'est vachement plus facile. Et actuellement, je crois que ce qui nous manque, notamment en France, c'est vraiment un projet de société défini. De quoi les enfants ont-ils besoin maintenant? Ont-ils besoin maintenant, individuellement et collectivement? Et de quoi auront-ils besoin à l'avenir? Prendre tout ce qui est bon dans la méthode Montessori, prendre tout ce qui est bon dans la méthode Freinet, tout ce qui est OK chez Steiner,
À Montpellier, on a la chance aussi d'avoir l'école Antonia qui a une pédagogie du sens. Donc, qu'on peut prendre aussi tout ce qui est bon là. Et puis, on prend toutes ces brèches, la méthode Davis qui peut rentrer dans les écoles pour tout ce qui est apprentissage. Et voilà, après, je pense qu'on peut faire un super système éducatif. Il y a de quoi faire, en tout cas. Parce que l'école ne correspond plus à ce que sont les enfants aujourd'hui. Il y a une évolution qui fait que l'école ne s'est pas adaptée à l'évolution des besoins des enfants aujourd'hui. Et dans l'espèce humaine, ce qui est le plus évident en termes de création, d'innovation, c'est sa jeunesse. C'est la frange jeune de l'espèce humaine qui va pouvoir inventer les nouvelles façons d'être au monde, parce qu'on a tous à apprendre une autre façon d'habiter la Terre, et pour ça, on a tous du chemin à faire. Les écoles, quelles qu'elles soient, même dans les écoles publiques, même au niveau éducation nationale, il y a quand même une prise de conscience qu'il faut qu'on emprunte cette voie-là. Donc il y a une ouverture, il y a une écoute qu'il n'y avait pas il y a 5 ans. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là, on n'est pas tout seul, mais à plusieurs, on sera plus fort pour essayer de faire évoluer justement les représentations, les postures et les possibilités pour plus de bonheur, de plaisir à l'école. Et quand on part du bonheur à l'école, c'est le bonheur de toute la communauté éducative. Donc bien sûr, on part du bonheur des élèves, du bien-être des élèves, et puis un élève qui est bien, il réussira mieux aussi. C'est du bon sens, mais aujourd'hui, on commence à le mesurer au moins scientifiquement. Et puis on parle aussi du bien-être des parents. Et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc c'est aussi apprendre à fonctionner main dans la main, parce qu'on est toutes parties prenantes à cette histoire et on partage tous le même intérêt et l'objectif, c'est l'épanouissement de l'enfant. Quand on comprend vers quoi on peut aller avec un niveau d'intelligence émotionnelle plus élevé, on peut créer un type de société qui fonctionne tout à fait différemment. Et du coup, on va rectifier un certain nombre de dysfonctionnements qu'on connaît actuellement et qui angoissent beaucoup de monde et qui causent beaucoup d'insatisfaction, voire de violence. On va pouvoir rectifier ça et aussi épargner beaucoup de pertes, je dirais, beaucoup de gaspillages qui sont faits parce que les structures mises en place dévorent une énergie folle, demandent à beaucoup de gens de travailler pour maintenir en place un système qui est bancal en fait. Donc si les gens sont plus responsables, plus matures, on peut se débarrasser de beaucoup de choses au niveau de l'administration et la vie peut être beaucoup plus légère et plus efficace en même temps. Donc bien comprendre les perspectives et tout ce qu'on a à gagner de mettre en place un niveau d'intelligence émotionnelle supérieur, ça clarifie l'image et on voit que ça a énormément de sens. C'est vraiment par l'éducation qu'on va changer le monde. Nous sommes des centaines de milliers de personnes à travers le monde à nous mobiliser pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants vers une pédagogie beaucoup plus juste, plus en cohérence avec notre être profond. Vous le savez sûrement, je rêve d'une école de la vie. Une école en pleine nature dans laquelle on pourrait apprendre la vie et tous les mécanismes que cela comporte. Car s'il y a bien une chose que l'on ne nous apprend pas, c'est bien la vie. Alors, depuis des années, je mobilise mon temps et mon énergie pour la création de cette école, mais également pour sensibiliser un public toujours plus grandissant à tous ces outils et pédagogies qui nous entourent. À l'image du Festival pour l'école de la vie, qui regroupe maintenant plus de 15 000 personnes de la France entière, nous venons de créer une plateforme collaborative nommée éducationalternative.fr et qui a pour objectif de fédérer tous les acteurs. Alors si vous aussi, faites partie de ces acteurs du changement, si vous aussi vous souhaitez participer à ce changement planétaire, rejoignez notre réseau. Vous le savez sûrement, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin.
l'école de la vie, c'est un peu l'école du bonheur, quoi. Où tu travailles bien, t'as pas d'embrouille. Et après,